peut-on être libéral et anticapitaliste? Dans l'esprit commun, capitalisme et libéralisme sont associés dans une seule et même fonction socio-économique, sans qu'il soit possible de les séparer, de les distinguer dans les différences, voire les écarts qui les opposent. À cet amalgame populaire s'ajoute une imprécision référentielle dans la définition de chacun des deux concepts. Nous venons de nous en expliquer, pour chacun d'entre eux. Le capitalisme, on l'a vu, c'est un concept à la fois économique, sociologique, politique. Nous avons vu que sa définition donne lieu à des variations dans l'espace et dans le temps en fonction des sensibilités politiques, des personnes qui emploient le terme, etc. C'est ainsi que l'une de ses composantes de base, à savoir la recherche du profit et l'accumulation du capital, par la propriété privée des moyens de production, cette fameuse propriété privée des moyens de production s'accompagne de l'exploitation de l'homme par l'homme, selon Karl Marx, ou peut résulter de l'éthique des premiers entrepreneurs refusant le luxe et la consommation, selon Max Weber. Alors, le mot capitalisme commença à être employé au début du XIXe siècle par des penseurs aussi différents que l'économiste Ricardo ou le poète Coleridge, puis il fut repris un peu plus tard par Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Friedrich Engels, le politicien Louis Blanc, l'économiste Werner Sombart et le sociologue Max Weber. Cette diversité d'utilisation et par voie de conséquence cette ambiguïté de signification perdure encore aujourd'hui, on l'a vu. Aujourd'hui où le terme, loin d'être doté d'une acception consensuelle, fait l'objet de multiples caricatures, souvent destinées à argumenter un propos dénonciateur. Car contrairement au terme libéralisme, le capitalisme se trouve la plupart du temps employé dans un sens péjoratif, aussi bien par l'économiste distingué que par l'individu anonyme avec une accentuation dépréciative nettement plus marquée à l'encontre du disciple du capitalisme qu'envers l'idéologie elle-même. Ainsi, depuis la chute du mur de Berlin, le capitalisme ne semble plus avoir de rival sur la planète en tant que système socio-économique recevable. Et bien qu'obscurci en permanence par l'ombre portée marxiste de l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme jouit d'une position de fait dominante et incontestable, même si un consensus commun s'est peu à peu établi pour en atténuer les rigueurs supposées. Si cette idéologie donc est considérée, mon an mal an, comme légitime pour présider à l'organisation des échanges marchands entre les hommes, il n'en va pas de même pour les individus qui la mettent en œuvre au quotidien. Les individus qui mettent en œuvre au quotidien du capitalisme, c'est-à-dire les capitalistes. Capitalistes, dont la simple évocation rappelle l'ancienne et terrible renommée des bolcheviks, couteau entre les dents, monstres assoiffés de sang et mangeurs d'enfants. Le capitaliste, cumule dès lors sur sa tête tous les non-dits et les refoulés collectifs dont il semble politiquement incorrect d'accabler son géniteur, le capitalisme. C'est ainsi que l'opinion publique veut bien ignorer les vices habituellement attribués au capitalisme, mais pas ceux affectés aux capitalistes, lequel se voit publiquement, le capitaliste, est quotidiennement dénoncé en tant qu'exploiteur, profiteur, spéculateur, égoïste, milliardaire, insolent, prédateur, fasciste ou autre dénomination repoussante ou stigmatisante. Le capitaliste est généralement, le capitaliste c'est supposé être un chef d'entreprise. Mais en fait, n'importe qui peut être affublé du terme pour peu qu'il soit en litige financier avec un individu s'estimant floué par le corps social dans son ensemble. Le terme lui-même est porteur d'une telle opprobre populaire que bien peu d'individus agissants osent se l'attribuer publiquement pour définir leur activité. C'est pourquoi, nous l'avons déjà dit, nous le répétons inlassablement, la contestation du capitalisme doit nécessairement passer par une définition très précise de la notion,
sous peine d'adopter une posture politique relevant au mieux de la démagogie électorale ou au pire de l'inculture historique. Si nous considérons, et sans contredire ce qui a déjà été dit sur le sujet, si nous considérons que le plus petit commun dénominateur des principales acceptions du terme, pas de la vérité, mais des principales acceptions du terme, soit la formule propriété privée des moyens de production. Et nonobstant le fait, nous jugeons que ce dénominateur n'est pas le plus pertinent pour définir clairement le capitalisme. Répétons, nous suggérons alors simplement d'opérer un ajustement à ce dénominateur en y adjoignant le mot composé, en adjoignant au mot composé moyen de production le complément moyen de production des grandes entreprises. Sa formulation définitive devenant ainsi la propriété privée des moyens de production des grandes entreprises. Car il est un fait avéré qu'aucun anticapitaliste sérieux ou anticapitaliste déclaré n'envisage même une seconde la collectivisation de tous les moyens de production, ce qui reviendrait à considérer que l'atelier de l'ébéniste ou le bureau du consultant doivent devenir propriété de l'État ou, en toute logique, être fournis par lui dans le cadre d'une création. Même dans le programme du NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'inspiration trotskiste, l'appropriation par le peuple, lisée par l'État, des moyens de production ne concernent que les grandes entreprises du CAC 40. Car, pour les contempteurs du capitalisme, il importe de ne pas tomber dans un travers de simplification identique au travers dans lequel tombent leurs opposants, en caricaturant la pensée de ces derniers par cet abrégé trop facilement caricatural. Ils veulent collectiviser toute l'activité économique. Une autre composante essentielle de tout programme anticapitaliste, composante dérivée naturellement du principe de propriété collective des moyens de production, c'est celle de l'extension des services publics à une liste incluant, selon le NPA toujours, incluant la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les transports, les télécommunications, la poste, l'enfance et le quatrième âge. Là encore, il convient de bien étudier la notion de service public gratuit, avec la prise en compte de ses avantages et de ses inconvénients, à savoir la problématique de son financement, dont nous en avons déjà parlé, ses limites d'application et sa pertinence dans un contexte de déplétion prochaine des ressources fossiles et minérales, nous en avons déjà également parlé. Un autre aspect de la question à prendre en compte, c'est celle de l'interaction de l'État. L'interaction de l'État avec le capitalisme, ou plus précisément du rôle joué par l'État moderne dans le développement du capitalisme. Le rôle de l'État dans le développement du capitalisme. En étudiant ce problème de plus près, et en se démarquant aussi bien des idées politiquement correctes que des raccourcis populaires, il apparaît que l'État moderne, cible des libéraux convaincus, se révèle à l'analyse le plus fidèle allié du capitalisme, voire son garant juridique et financier. En effet, il est manifeste que la grande entreprise est largement favorisée par le pouvoir étatique au détriment de la petite entreprise et encore plus à celle de la très petite entreprise, celle du travailleur indépendant, l'individu physique agissant, qui cumule ainsi, ce dernier, le double handicap de la vindicte populaire, image du sale petit patron capitaliste, et le mépris étatique. Une analyse détaillée du sujet fait même apparaître que l'État français, on l'a déjà dit, détient des participations majoritaires dans les plus grandes entreprises dites capitalistes du territoire, ainsi que le REICTM, le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, nous en avons également déjà parlé, qui recense très exactement 1217 sociétés, dont 97 sociétés dites de premier rang, qui sont contrôlées directement par l'État, ce qui explique en partie l'orientation, ceci explique en partie l'orientation du pouvoir en faveur du grand capital. Constituer la plupart du temps un monopole économique avec l'agrément de l'État, il se révèle
les plus féroces ennemis de la petite entreprise. Cette forme de faire-valoir économique représentant pourtant l'expression la plus naturelle et la plus évidente du libéralisme économique. Cette collusion manifeste de l'État avec la grande entreprise, ennemi de la petite entreprise, ne s'exprime pas seulement par ses participations en capital dont nous avons parlé et les faveurs législatives envers la grande entreprise, mais également par sa récente politique financière qui a délégué aux seuls établissements bancaires le monopole de la création monétaire. Avec l'abandon historique de son droit régalien de frapper monnaie et avec l'adoption du tout scriptural, l'État laisse désormais le système bancaire créer la monnaie par l'octroi du crédit, l'argent devenant tout simplement de la dette qui circule. De ce fait, les banques, qui ne sont pas en situation de libre concurrence et de libre exercice, qui n'engagent pas leurs responsabilités sur leurs fonds propres et qui en fin de compte sont contrôlés par l'État, constituent la sève qui irrigue l'organisme du grand capital dominateur, omnipotent et fossoyeur, souvent constaté de la petite entreprise, donc fossoyeur du libéralisme. Tout le monde aura bien compris que ce propos vise à bien distinguer l'hydre multiforme regroupant les grosses sociétés oligopolistiques d'une part et le tissu décentralisé des petites entreprises en situation de concurrence réelle d'autre part, afin de pouvoir associer à la première le terme de capitalisme et associer à la deuxième celui de libéralisme. D'autant que l'application d'un programme authentiquement et strictement libéral aurait pour effet de rendre très difficile, voire impossible le développement du capitalisme. Car en effet, le démantèlement du pouvoir étatique dans l'économie aurait pour effet conjoint de saper les rouages de la méga-entreprise en lui ôtant la protection législative et juridique dont elle bénéficie aujourd'hui. L'accessibilité non réglementée à tous les types d'activités rendrait plus difficile l'instauration de situations de monopole dans un secteur donné. La liberté d'exercice du métier bancaire et sa responsabilité financière, rendue identique à celle des autres activités commerciales, marquerait la fin de la création monétaire par les banques et freinerait la libre circulation des capitaux virtuels qui alimentent le grand capitalisme mondial. Enfin, le rétablissement d'une législation garantissant l'égalité de traitement entre toute entreprise, quelle que soit sa taille, affaiblirait considérablement les grandes entreprises capitalistes. On remarquera que l'ensemble de ces dispositions ne consisterait pas à créer de nouvelles règles coercitives, mais au contraire à abolir, à abroger un certain nombre de lois existantes, notamment celles qui permettent précisément au capitalisme de proliférer et entravent le développement de l'ordre spontané des individus physiques agissant librement. Il convient à ce propos de rappeler que n'est pas libéral qui veut, et que nombre d'hommes de partis politiques se réclamant plus ou moins du libéralisme n'utilisent en fait ce terme que pour teinter leur étatisme convaincu d'un léger courant d'air frais, d'air pur et de liberté. En conclusion, il apparaît que la stigmatisation des grandes sociétés capitalistes, souvent multinationales, est loin d'être contradictoire avec la défense d'idées authentiquement libérales, tout au contraire. Les véritables libéraux gagneraient certainement en influence, tout en désamorçant plus aisément les critiques réductrices de leurs adversaires, à prendre soin de se démarquer résolument du grand capitalisme qui, comme démontré tout à l'heure, fait quotidiennement le lit du réglementarisme, du monopolisme, deux des plus sérieux obstacles au développement du libéralisme économique ordinaire. Et en termes de conclusion à cette réflexion, il est intéressant de citer Marx lui-même. Marx disait dans
l'adresse inaugurale à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la première internationale, en 1854, il disait ceci, Marx. Le travail salarié, comme l'esclavage, comme le servage, n'est qu'une forme transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant les travailleurs associés qui, eux, apporteront à leur tâche des bras bien disposés, un esprit alerte et un cœur réjoui.